serait légitime pour Fred Diongo de se considérer comme lumumbiste. Mais la différence avec Mobutu, de tous ces gens-là, c'est que Mobutu est le dépositaire patenté de l'héritage politique de Lumumba. Vous voyez la différence? Je le dis et je le confirme. Le commun des mortels penserait que ce serait Kizenga. Puisque Kizenga est celui qui créa comment on appelle ça, le parti lumumbiste unifié. Mais votre serviteur voulait quand même faire remarquer que le parti lumumbiste unifié est créé par Kizenga Antoine plusieurs années après la mort de Lumumba. Ça, c'est le premier point. Je suis en train de démontrer que, en fait, le vrai héritier politique de Lumumba, ce n'est ni Kizenga, ni Gonia Christophe, ni Soumialo, et peut-être, excusez-moi, ni Mzee Laurent Désiré Kabila, mais c'est Mobutu. Qui se disait tout le temps être le. Non, retenons la nuance. Ils sont lumumbistes, mais ils ne sont pas dépositaires de l'héritage politique de Lumumba, au même titre que Mobutu. Merci à vous tous que nous souhaitons dans le monde entier. Je peux dire bonjour, je peux dire bon après-midi, je peux dire bonsoir. Mwaramutche, Merewe, Tchobaleko, Tchecht. Et là c'est mon polonais. Bon dia, boa tarde, boa noite. Cela dépend du pays et de l'heure et de la langue que vous allez nous suivre. Nous, c'est le Politica and Company, qui est une émission qui parle de la politique, de l'art et toutes ces choses apparentées. Et aujourd'hui, cette émission, elle est présentée par le chairman Willy Bakenda, et on va parler d'un thème extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce qu'on va exploiter un thème dont vous serez tous époustouflés en vous demandant est-ce que ces choses qu'on nous raconte dans cette émission Politica and Company sont-elles réelles et vraies? Et dans cette émission, je suis avec un monsieur, un Congolais, pour ne pas dire un Zérois de souche, qui sera avec nous et dont nous allons tous découvrir ensemble, et on va tous piocher des questions, on va tous piocher des réponses dans son intervention. Et juste une chose qui est vraie, quand vous allez suivre, vous pouvez écrire, poser vos questions et elles vous seront répondues. Voilà pourquoi nous allons saluer notre très cher invité. Oui, moi c'est M. Faustin Bosengue Lokassola. Donc, comme on dit tout à l'heure, on veut le vivre invité, M. Faustin Bosengue. Mais nous tenons juste à vous dire que M. Faustin Bosengue, c'est un ancien capitaine démobilisé des forces spéciales du Zaïre. J'aurais été un ancien capitaine démobilisé des forces spéciales zaïroises. Il fut conseiller privé de Kongolo Mobutu, dont le fils du défunt président de la République du Zaïre, le maréchal Mobutu. Il fut conseiller technique au ministère de la Défense, au cabinet général Maélé. Il fut analyste au quartier général de la MONUC. Il fut, on peut dire, il est encore coordonnateur, il fut coordonnateur de la recherche à la chaire UNESCO pour la culture de paix et des résolutions des conflits
de l'université de Kinshasa. Donc je salue aussi un ami pasteur que je connais, Léon Tombongo, qui fut aussi étudiant dans ce que a fait M. Faustin Boussi pour le conflit et régler beaucoup de choses de la paix. Et je vous assure, c'est un morceau qui n'est pas facile. Hein. C'est un morceau qui n'est pas facile, vraiment. C'est un grand monsieur qui est avec nous ici. Et il est chercheur associé au Centre for Defense and Security Management de Wits School of Governance de l'université de Witwatersrand. Witwatersrand. Voilà. Witwatersrand, parce qu'il connaît ça. Witwatersrand, c'est africain. C'est africain, c'est dans la langue des Sud-Africains, donc je ne connais pas, de Johannesburg. Et il est auteur de plusieurs articles sur la question sécuritaire au Congo, Zaïre et dans la SADC. Donc c'est ça un peu sa carte de visite. C'est la carte de visite de la personne dont nous avons affaire avec lui pendant 5 instants que nous allons échanger avec lui. Alors nous allons rapidement aborder notre thématique parce que c'est une thématique qui sera vraiment houleux et qui va faire couler beaucoup d'encre. Nous croyons que beaucoup de gens vont faire tomber leur salive, nous croyons, parce que la thématique elle est grave. La première thématique est celle-ci: les convictions kimbanguistes, marxistes-lénistes et le mumbiste de Mobutu. Alors, Monsieur Faustin Bossingé, Mobutu était-il kimbanguiste? Était-il kimbanguiste? Merci beaucoup mon frère pour la question. C'est curieux quand même, parler de Mobutu kimbanguiste, nationaliste, mumbiste. Mais c'est important pour comprendre l'homme, il faut en saisir tous les contours. Le titre du livre déjà dit le vrai Mobutu. C'est que quelque part il y a eu un faux Mobutu. Et c'est ça le but de la démarche, aller dans la profondeur des choses, aller au-delà de la rumeur, de l'intoxication, de la manipulation d'opinion, et faire un travail de recherche pour ressortir les dimensions réelles, humaines et réelles de la personne. Et dans cette dimension, il y a notamment ses convictions religieuses. Le maréchal Mobutu n'était pas un kimbanguiste pratiquant. C'était plutôt un catholique, fervent catholique. Je suis quand même mieux placé pour le confirmer le peu de temps que j'ai eu à le voir de loin, à partir de la famille, de sa famille. Puisque c'est important que je le dise ici, le distingué frère a parlé des rapports avec le Congo, j'étais collaborateur de Congolou, mais à part ça, j'ai eu à passer le début de ma carrière militaire avec le grand frère de l'Est, au pluriel, de Congo. Je suis de la 12e promotion de l'école d'officiers et ça signifie que nous avons passé la formation militaire de base ensemble avec Manda Mobutu, Gwemani Niwa, Konga Mobutu et Cessé Mobutu. Et pour aller même plus dans la profondeur, malheureusement il n'est plus de ce monde, mais je crois que Cessé, Sierra, Cessé, il pourrait me suivre. Le premier jour, on arrive, on nous donne la formation militaire. J'ai passé l'exercice qu'on avait fait pour la première fois, c'est l'exercice de garde, sentinelle double. Cet exercice-là, on l'avait passé ensemble avec Manda, on a passé toute une nuit. Ça signifie que c'est important, je pensais que c'était important que je le souligne, puisqu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu, beaucoup de questions que j'ai pu aborder par après comme chercheur et dont j'avais déjà eu une idée en côtoyant de près les enfants Mobutu. Donc j'étais très proche de la famille, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec eux. Et c'est ainsi que il y a certaines dimensions de la personnalité du maréchal qui pourraient échapper au commun des mortels que j'ai eu à appréhender, entre autres ses convictions kimbanguistes. Que pourrais-je dire par rapport aux convictions kimbanguistes de Mobutu? Tout ce que je peux dire, c'est que Mobutu, quand il termine son école de sergent comptable, il termine les services militaires obligatoires,
il se reconvertit, il redevient civil. Il avait travaillé comme journaliste. Et en tant que journaliste, il avait l'habitude de signer ses écrits par des bandits. Donc c'est comme ça qu'il n'a pas été beaucoup connu comme journaliste Mobutu. En fait, des bandits écrivaient. Et il écrivait beaucoup sur Simon Kimbangu. Les jeunes journalistes, des bandits, en fait Joseph Désiré Mobutu, alias des bandits, a beaucoup écrit sur Simon Kimbangu. Et c'est en relisant par la suite ses écrits en tant que chercheur que votre serviteur est arrivé à ces constats-là, à constater cette réalité-là que l'homme avait une essence kimbanguiste en lui. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire du pays, ils savent que l'église kimbanguiste, notamment Papa Joseph Ndiangenda et tout le monde était très proche de Mobutu. Pour le moment, je me limite là, mais j'y reviendrai sur les accointances entre le président Mobutu, qui était plutôt un pratiquant catholique, mais qui était très très proche de l'église kimbanguiste. C'est ce qui me fait dire qu'il avait intériorisé la théologie de libération de Simon Kimbangu. J'y reviendrai quand je parlerai de sa politique. Ok, nous venons tous d'écouter M. Faustin Bosengue, notre chercheur, sur le Congo Mobutu, sur le kimbanguisme. Donc, si nous comprenons très bien, il fut vraiment des souches nationalistes. Parce que Kimbangu a été reconnu parmi les premiers leaders congolais qui ont fait peur à l'État colonial de l'époque. C'est les gens qui nous dirigeaient, ils ont eu peur de Kimbangu. Et nous sommes reconnaissants pour cette explication. Et comme M. Faustin Bosengue a dit qu'il y reviendra, je crois que nous en reviendrons pour en échanger. Mais maintenant, Mobutu aussi, j'ai vu les convictions, parce que c'est dans le livre qu'il a écrit, les convictions marxistes-lénistes de Mobutu. Comment expliquez-nous que Mobutu était marxiste-léniniste, pourtant il était capitaliste? Comment expliquez-vous ça? Merci pour la question. Avant de lui répondre, je voudrais ajouter que Mobutu était, en plus du fait qu'il était kimbanguiste, il était surtout, comme vient de le dire le distingué frère, il était un nationaliste. Ça, je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Mobutu n'était pas un mobutiste, je l'ai dit dans mon livre. Mobutu n'a jamais été un mobutiste. Mobutu, nous qui le connaissions, je viens de le dire, à travers des échanges avec sa progéniture, et non recherche en tant que modeste chercheur, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était un nationaliste lumumbiste, convaincu et convaincu. Mobutu était foncièrement nationaliste et lumumbiste. Je ne veux pas y revenir sur la définition des nationalistes, mais je l'ai dit pourquoi, puisque nous verrons que la carrière politique, nous y reviendrons quand nous parlons des mariages entre Mobutu et l'Occident. Toute la carrière politique de Mobutu n'a été qu'un combat à répétition contre les néocolonialismes. Et c'est dans ce sens-là, comme la théologie de Simon Kimbangu se fondait sur le nationalisme, et Mobutu était aussi très réceptif sur le nationalisme et très proche de Lumumba par rapport aux convictions nationalistes de Lumumba. Donc voilà, c'était un nationaliste kimbanguiste. Maintenant, pour arriver à la question de mon estimé frère, c'est curieux quand même de parler de Mobutu marxiste-léniniste. Tout le monde sait que Mobutu était un capitaliste, un fervent même capitaliste, un bon serviteur de l'Occident. Chers compatriotes, chers citoyens du monde, rien ne serait plus faux qu'une telle affirmation. Mobutu n'était pas un capitaliste. Mobutu était une âme. En fait, c'était foncièrement un maoïste. Et pour être un peu plus détaillé, nous pouvons dire que c'était un marxiste-léniniste. En fait, Mobutu n'était pas un intellectuel marxiste-léniniste. Mais il a commencé sa carrière politique par des convictions marxistes-léninistes qu'il a gardées toute sa vie
et pendant toute sa carrière politique. Je vais donner quelques faits. D'abord, avant d'arriver aux détails, prenons le fait que le parti de Mobutu s'appelle Mouvement populaire de la Révolution. Impérancible. Mais le commun des mortels devait quand même se poser des questions. Comment on est dans un système capitaliste? Mais ça, c'est une terminologie à consonance de l'Est populaire. La preuve en est que juste en face de nous, quand nous on avait les forces armées zaïroises, en face ils avaient l'armée populaire nationale. Puisqu'ils étaient des marxistes-léninistes. Et même quand Gizenga, le doyen Gizenga, le doyen Christophe Sumalo, ils ont créé la République populaire du Congo à Stanleyville, c'était d'obédience communiste. Donc, au fait, cette appellation de populaire vient de l'essence communiste et des convictions politiques de Mobutu. D'où sont venues ces convictions-là? Voilà. Pour comprendre que Mobutu était un marxiste-léniniste, je ne dis pas qu'il était un intellectuel marxiste-léniniste, mais il était pro-communiste, en fait un maoïste de conviction. Il faut remonter la genèse de sa carrière politique, notamment lorsqu'il va dans l'armée. Le premier contact politique que Mobutu fait dans l'armée, c'est avec Pierre Moulay. Voilà maintenant, pour comprendre l'âme communiste et marxiste-léniniste de Mobutu, il faut partir de ces acquaintances avec Pierre Moulay. Pierre Moulay, c'est qui? On y reviendra peut-être en détail quand on parlera de l'assassinat de Pierre Moulay. Mais à ce niveau, on peut se limiter à dire que c'était un autodidacte. C'est un fils d'un infirmier d'Idiofa, dont le père avait l'habitude de suivre les informations par la radio. Et en tant que jeune adolescent, chaque fois que son père suivait les émissions, il était à côté, comme il était très éveillé. Et c'est comme ça qu'il a pris, il a eu vent il a connu le phénomène Mao Tse-tung. En tant que jeune adolescent, il suivait à la radio, il y a eu un leader asiatique, un chinois qui s'appelle Mao Tse-tung, qui vient de libérer son peuple de la domination, de la colonisation japonaise, et qu'il a fait. Alors, maintenant, lui, Pierre Moulay, en suivant ce qui se disait sur Mao Tse-tung, ça touchait à sa fibre nationale. C'est pourquoi, parce que lui, il a grandi à Idiofa, où il y avait les huileries du Congo, qui était une entreprise d'achat coloniale, où il voyait comment les Blancs maltraitaient les travailleurs indigènes. Alors il s'était dit, mais comment moi je peux faire pour devenir comme ces Mao Tse-tung là, pour libérer aussi mon peuple de la Je crois qu'on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Parce que là, on veut... Alors pour être bref, ces convictions marxistes-léninistes, il les a eues de son contact avec Pierre Moulay quand il était encore à l'école centrale de Kananga. Et c'était la genèse du mouvement populaire de la Révolution. On va y revenir. Donc bref, les convictions marxistes-léninistes de Mobutu, il les a eues, ses premiers contacts avec la politique. C'était à l'école centrale de Kananga, en contact avec son ami Pierre Moulay, qui était un marxiste-léniniste, qui lui a inculqué des notions de marxisme-léninisme. Donc si nous comprenons bien, par votre explication, Pierre Moulay était un mentor. C'est le parent politique de Mobutu, je l'ai dit à peu près, c'est le parent politique de Mobutu. Voilà, donc M. Vostabo, c'est notre chercheur, notre auteur de beaucoup de livres, on a donné sa catégorie tout à l'heure, confirme que le parrain politique de Mobutu, c'était Pierre Moulay. Le géniteur. Son géniteur. Permettez que je sois précis. Ouais. Pierre Moulay est celui qui donne le goût de la politique à Mobutu. Ouais. Mais celui qui fait la promotion de la politique de Mobutu, c'est le Mumba. Ah. Donc voilà la nuance. Donc si nous comprenons très bien, Moulay et Lumumba, c'était le genre... Les deux mentors de Mobutu qui ont fait de Mobutu c'est qu'il est politiquement, voilà. Donc du coup, nous avons la réponse sur les convictions mombistes de Mobutu. Il les a eu à partir de ses contacts en tant que politicien en herbe avec Pierre Moulay. Et il a grandi dans ça et puis
On y reviendra, on y reviendra. Voilà, donc ce sont ces amitiés, ces convictions, les impairs, les partis d'État, les partis communistes chinois, les abacos, tout ça c'est du maoïsme, donc du marxisme-léninisme. Donc c'est pour dire que vous et moi, parce que moi c'est la première fois que je dis ces choses, vous et moi, nous tous nous apprenons aujourd'hui, les mentors de Mobutu, c'était deux. Le premier contact était avec Pierre Moulele et l'encadreur, c'était Lumumba. Alors maintenant, c'est là où il y a une sous-question qui doit sortir. Mais les Gizenga se disent lumumbistes. Il y a Franck Dion qui se dit lumumbiste. Mouzé qui se dit lumumbiste. Et Mobutu dans tout ça, il est quoi? Il est qui? Il était quoi? Il est qui? Merci pour la question. Gizenga était lumumbiste. Il serait légitime pour Franck Dion de se considérer comme lumumbiste. Mais la différence avec Mobutu de tous ces gens-là, c'est que Mobutu est le dépositaire patenté de l'héritage politique de Lumumba. Vous voyez la différence? Je le dis et je le confirme. Le commun des mortels penserait que ce serait Gizenga. Puisque Gizenga est celui qui créa comment on appelle ça, le parti lumumbiste unifié. Mais votre serviteur voulait quand même faire remarquer que le parti lumumbiste unifié est créé par Gizenga Antoine plusieurs années après la mort de Lumumba. Ça c'est le premier point. Je suis en train de démontrer que en fait, le vrai héritier politique de Lumumba, ce n'est ni Gizenga, ni Gonia Christophe, ni Soumialo, et peut-être, excusez-moi, ni Mzee Laurent Désiré Kabila, mais c'est Mobutu. Qui se disait tout le temps être le. Non, retenons la nuance. Ils sont lumumbistes, mais ils ne sont pas dépositaires de l'héritage politique de Lumumba, au même titre que Mobutu. Vous comprenez? Et je vais donner des éléments ici. Je disais que Lumumba, c'est le parrain politique de Mobutu. Il faut que je dise un peu en détail pour que les gens comprennent. Par rapport à Gizenga. Mobutu est ce jeune journaliste stagiaire en Belgique que tout le monde refuse de recruter comme un collaborateur. Quand je dis tout le monde, les pionniers de l'indépendance qui sont partis assister à la table ronde, les Bomboko, tous ces gens-là, les vieux, les Kalonji, les Pandandji, tous, ils disent Mobutu non. Vous savez pourquoi? On revient sur l'œuvre marxiste-léniniste de Mobutu. Mobutu, déjà avec ses éditoriaux pro-Kimbangi, c'était un homme, un journaliste de gauche. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui critiquait la colonisation. Or, contrairement à ce que nous pensions, les pères de l'indépendance, y compris Lumumba, étaient favorables à la colonisation. On va y revenir. Ok. Jusqu'en décembre 1958, tous ces gens-là, y compris Patrice Lumumba, étaient favorables au plan Van Bilsen qui disposait sur une prolongation de la colonisation de 30 ans. Mais il y avait un journaliste qui s'opposait toujours à ça. Pourquoi? Puisque ses convictions kimbanguistes lui disaient que la colonisation, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, ces gens de droite, qui sont des pionniers de l'indépendance, que les Blancs ont amené à la table ronde, puisqu'on en parlera quand je parlais de la création du MNC. Les évolués. Ils étaient des évolués. Le monde lui-même était un évolué. C'était un immatriculé. Contrairement à ce que les gens croient, c'était un homme de blanc. Et on y reviendra comment est-ce que les Blancs l'ont pistonné, c'est les mêmes Blancs qui l'ont tué. Ça, l'a anticipé. Alors, maintenant, lui, Mobutu, personne ne voulait de lui. Pourquoi? Puisque c'était un homme de gauche. C'est quelqu'un qui publiait des éditoriaux pro-kimbanguistes, anti-colonialistes. Or, c'est les élèves des écoles chrétiennes. Les élèves des prêtres qu'on avait mis dans les MNC, voilà. En fait, c'est les Blancs qui sponsorisaient les pionniers de l'indépendance. Mais maintenant, personne ne voulait s'encombrer d'un Mobutu, un homme de gauche. Mais maintenant, quand Lumumba est venu après avoir changé déjà en janvier 1959, à son retour de la conférence panafricaine d'Accra, comme il avait changé de camp, il était devenu anticolonialiste. Et il arrive, il y a un jeune qu'on a refusé puisque lui il est anticolonialiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il les récupère. D'autant plus qu'il se connaissait déjà avec Mobutu en tant que journaliste
Et c'était Roger Bolamba qui présenta Mobutu, le jeune journaliste Mobutu, au journaliste Lumumba. Et comme je connaissais déjà les petits là comme journaliste. Je connais le vieux Bolamba. Bolamba Roger. Je le connais. Voilà. Le modèle Fiki. Voilà. Et comme les petits là que je connaissais comme journaliste, et maintenant lui il est l'homme de gauche, que moi je suis l'homme de gauche. C'est comme ça que Lumumba recrutait Mobutu, que tout le monde avait refusé, que c'était des hommes de droite. Donc, alors maintenant, revenons sur Gizenga. Alors, pourquoi je dis que le vrai détenteur de l'héritage politique... Attends, avant d'y aller sur Gizenga, donc nous devons retenir ceci. Que Lumumba, qu'on dit le père de l'indépendance, il était contre l'indépendance. Il était contre l'indépendance. Il était partant pour la continuité de 30 ans. Et Mobutu s'opposait à cette continuité. Bon, écoutez, Mobutu n'était pas pour le plan Van Bilsen. Mais c'était pas à ce moment-là, il n'était pas à l'avant-plan, aux avant-postes. Oui, mais ça s'est manifesté. Oui. Voilà pourquoi il était contre. Mais le monde était pour l'indépendance. La preuve en est que son manuscrit, les manuscrits de Lumumba qu'il écrit en 1956, ça s'appelle le Congo Terre d'Avenir. Hein, il dit, nous les élites du Congo belge, nous n'avons pas le droit de cracher sur l'œuvre géniale du roi Léopold. Donc, la colonisation, ça c'est un des deux. Lumumba était membre du Parti libéral, section congolaise du Parti libéral belge. D'Auguste Busseret, tout le monde connaît que c'est un parti foncièrement opposé à la décolonisation. Et Lumumba avait rejoint le groupe de Maloula, des signataires de manifestes de la conscience africaine qui créeront les MNC, parce que lui aussi il était pour le plan Van Bilsen. Puisque ce manifeste-là appuyait le plan Van Bilsen. Et Lumumba n'était pas signataire du manifeste, mais il les a suivis, il les a rejoints jusqu'à créer les MNC qui va se mettre après pour devenir MNC Kalonji, MNC Lumumba, MNC... Donc voilà, je retiens ceci. Je crois que tout le monde va retenir. Donc on a dit ça va faire couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Et on est prêt aussi à recevoir les débats contradictoires. Parce qu'aujourd'hui, on apprend tous, par M. Faustin Bosset, notre chercheur et auteur de plusieurs ouvrages, que là-bas, à la table ronde ou dans leur conférence, la seule personne qui était contre la colonisation du Congo, c'était Mobutu, le jeune journaliste. Mais tout le monde, même Lumumba, le soi-disant père de l'indépendance, jusqu'en décembre 58. Jusqu'en décembre 58, il était partant pour la suite de la colonisation des 30 ans. Donc si nous venons de comprendre tous, moi j'ai compris, et je crois avec vous parce que c'est M. Faustin qui veut le dire. Donc du coup, nous comprenons carrément que comment est-ce que Mobutu et Lumumba se sont mis ensemble, comment est-ce qu'ils ont marché. Alors M. Faustin, on va revenir. Parce qu'il y a un point, si vous avez aussi parlé sur Lumumba ici, et Mobutu. C'est ça. Nous devons savoir quelles sont les accointances occultes entre le Lumumba et l'extrême droite belge et la CIA. Quels sont ces rapports? Merci. Parce que nous apprendrons que ce sont eux qui l'ont tué. Oui, peut-être je vais y anticiper, sans aller dans les détails. En fait, on est souvent déboussolé sur le personnage de Lumumba par la manière dont l'histoire nationale nous le présente. On nous présente Lumumba schématiquement comme un anti-blanc, un anti-colonialiste, un foncièrement. En fait, en réalité, Lumumba était, je viens de donner des éléments ici, c'était un homme de droite qui n'est devenu anticolonialiste en janvier 1959, à son retour de la conférence panafricaine d'Accra. Pour deux raisons. Je vais les citer ici. La première raison est que Lumumba, notre héros national, monsieur Patrice Lumumba, avait compris que c'est grâce au discours anticolonialiste, en fait le discours immédiatiste, c'était ça le terme à l'époque, puisqu'il y avait deux camps à la publication du plan Van Bilsen. Il y avait les progressistes et les immédiatistes. Les progressistes voulaient que la décolonisation soit progressive sur 30 ans, échelonnée sur 30 ans. Tandis que les immédiatistes comme Kassabou voulaient que ce soit l'indépendance immédiate. Lumumba était un progressiste. Maintenant, les discours immédiatistes, les élections municipales de 57, si je m'abuse, avaient fait que Kassabou puisse rafler tous les postes de mandats municipaux de Léopold. Il est même devenu le bourgmestre de Dendal. En fait, c'est lui qui gagnait les élections municipales de Léopold. Grâce à ce thème-là,
anticolonialiste. Un homme intelligent, Lumumba a compris, donc le discours qui marche politiquement, c'est le discours anticolonialiste. Mais moi, je suis pro-colonialiste. Il y a problème. Il va à Accra, à l'invitation de Kwame Nkrumah. Il arrive là-bas, la mort de c'était, tout le monde devait s'opposer avec les Blancs. Alors, à son retour, un homme intelligent politique, il y a qui est médecin qui ne change pas, comme on dit, et que la politique, c'est l'art, en fait, la politique est dynamique. À son retour de la conférence panafricaine d'Accra, le monde tient un meeting. C'était le 3 janvier. Il tient un meeting où il critique les Blancs pour la première fois depuis qu'il était en politique. Et pour les Blancs, c'était un choc. Comment? Mais notre homme que nous avons propulsé, je dirais comment ils ont propulsé quand nous parlerons de création des partis et de l'autre. Et à ce moment, les Blancs étaient déboussolés. C'est comme ça que quand Kassabou pouvait tenir son droit de réponse, les 4, les Blancs se sont dit, oh, le moment est déjà venu chauffer les esprits. Si nous donnons encore au Kassabou l'occasion, nous allons perdre le contrôle de la situation. C'est comme ça qu'ils ont refusé à Kassabou de parler. Kassabou a dit, oh, mais vous avez permis à votre homme de parler. À moi, vous refusez, c'est ça la réforme de 4 janvier. Okay. Donc pour dire que ce n'est que le 3 janvier que Lumumba a changé de conviction pour devenir un anti-colonialiste. Mais avant, c'était un homme, le blanc, un immatriculé. Il était propulsé par les Blancs. On en parlera avec beaucoup de détails quand on parlera de sa mort. Voilà. Okay. Donc voilà, parce que ce sont ces accointances occultes avec. Et maintenant, s'il vous plaît, mais avec l'extrême droite belge. Maintenant, que vient faire l'extrême droite belge et la CIA dans ce que fait le monde? Pour le comprendre, il faut aller dans certaines subtilités de la vie politique de Lumumba avant l'indépendance. En fait, en Belgique, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 2 camps politiques diamétralement opposés. Il y avait, d'une part, les monarchistes anticommunistes qui tenaient à ce que le roi Léopold III soit réhabilité, et les anti-monarchistes et communistes qui se disaient, oh, lui Léopold III, quand les Allemands sont entrés ici, ses cousins, il a fui, il est parti se réfugier au Congo, à Yangambi. Maintenant que nous on a combattu, on a fait la résistance, nous avons repris, libéré le pays. Lui il vient encore venir gouverner, non, on doit sauver la République. Il y avait 2 camps. Il y avait les monarchistes catholiques qui tenaient au maintien de la royauté, et il y avait les anticommunistes, non, les communistes anti-monarchistes qui voulaient qu'elle soit instaurée la République. Maintenant, les monarchistes là, c'est là c'est important. Leur chance c'était parce qu'aux États-Unis, il y avait un mouvement qu'on appelait le macartisme. C'était une dynamique de combattre tout ce qui est communiste. Avec les sénateurs McCarthy. Et maintenant, les macartistes américains, c'est eux qui ont créé ce qu'on appelait les réseaux Gladio. Et c'est ces réseaux Gladio-là qui appuient Lumumba pour les promouvoir, pour lui faire contrepoids contre Kasavubu. Et maintenant, bon, je suis déjà anticipé sur sa mort, mais je dis les accointances maintenant, ces gens-là, la plupart de ces membres de ces réseaux-là étaient des gens de la CIA. Par exemple, je donne un exemple. L'ambassadeur Lawrence Larry Delvin à Kinshasa, chef de section CIA de Kinshasa, était également membre de ces réseaux-là. C'est lui qui va faire tuer Lumumba. Le comte d'Aspremont Linden, on y reviendra en détail. Il était membre de ces réseaux et de la CIA. Maintenant, le plus clair, le plus précis, c'est le voyage que Lumumba organise aux États-Unis en juillet 1960. Juste un mois après ça, pourquoi. Ce voyage était organisé par la CIA grâce à un certain Suisse qui s'appelle Edgar Detwiller. C'est un agent opérationnel de la CIA qui a dit à Lumumba, malgré que vous avez trahi, vous avez trahi vos gens du réseau Gladio en humiliant le roi de Belge le 30 juin. Mais comme vous avez encore, vous êtes un des nôtres, je vais vous amener auprès des Américains qui vont vous soutenir, vous donner un appui militaire pour que vous puissiez faire contrepoids à Sankara Joseph qui vient de recevoir des paras belges. C'est la CIA qui organise ce voyage-là.
l'agent opérationnel de la CIA, c'est le Suisse Edgar de Twiler. Et Lumumba est bien reçu et, à New York. Maintenant, il commet une erreur. On lui a promis tout. Il devait seulement aller à Washington pour aller régulariser, avoir l'aide militaire. Mais il commet l'erreur entre sa réception à New York et le voyage de Washington. Il va à la frontière canadienne aller rencontrer le représentant de l'URSS aux Nations Unies. La CIA tombe sur ça. Ah, voilà l'homme qui est notre homme qui a demandé pardon par rapport à ce qu'il fait au roi Baudouin, à qui nous voulons donner une aide militaire. Il vient de causer avec les Russes. C'est comme ça qu'à la dernière minute, quand il arrive à Washington, il dit non, niet, on ne va plus vous donner de l'aide. Revenant par cette colère-là, il va faire des télégrammes, peut-être on y reviendra. Donc, c'est clair, Edgar de Twiler, il était de la CIA. La plupart des réseaux des gens qui sponsorisaient Lumumba, ils étaient de la CIA. Lumumba était même plus introduit à la CIA que Mobutu. Voilà. Ok, on nous apprend une chose. Hein. Donc c'est pour dire que c'est là d'où vient sa mort aussi. Parce que là, maintenant, on y reviendra. C'est ça sa mort. C'est les mêmes qui l'ont pistonné, les mêmes qui l'ont tué pour trahison. On est là sur le dossier de l'assassinat de Lumumba. On est déjà là. Ouais, c'est quoi ce dossier? Bon. L'assassinat de Patrice Lumumba, c'est l'un des dossiers les plus controversés de l'histoire et qui charrie le plus de contre-vérités par rapport à notre histoire nationale. Pour le commun des mortels, Lumumba a été assassiné par la CIA et la société belge avec la complicité de Lumumba, qui les récompensait. C'est l'histoire connue de tous. Voilà. Avant d'aller dans les détails, je dis d'abord, je donne 4 documents historiques qui attestent que Mobutu était vraiment loin de l'assassinat de Lumumba. Il y a le Parlement belge avait diligenté 2 enquêtes parlementaires en 2000 et 2001 pour parler, disons, c'est question de l'honneur de la Belgique a été souillé par rapport au musulman. Il fallait qu'on connaisse la vérité, faire les points sur l'assassinat de Lumumba. Et les 2 rapports parlementaires de 2000-2001, ça fait 2 rapports. Dans la même logique, le Congrès des États-Unis avait diligenté une enquête. Le document, c'est la thèse de doctorat de Jacques Bransens, qui était commandant de la gendarmerie katangaise au moment des faits. Enfin, celui qui réceptionnait Lumumba, qui organisait les paletos d'exécution, tout. Suivez-moi, mes frères, mon frère Willy. Aucun de ces 4 documents n'épingle même une responsabilité secondaire de Mobutu dans l'assassinat de Lumumba. On dit que non, écoutez, c'était pas lui, mais quand même, il a contribué. C'est quand même curieux. On ne va pas dire qu'en 2000 et 2001, les Belges étaient des pro-moboutistes. On ne va pas dire qu'en 2003, c'était en 2003, les Américains étaient pour Mobutu. Mais le Parlement belge, le Congrès des États-Unis, et même Jacques Bransens, dans sa thèse de doctorat, personne, le nom de Mobutu n'est pas cité. C'est quand même curieux pour quelqu'un qui avait... Alors, quand on parlera de l'exécution, c'était peut-être pas le moment, on parlera des détails, comment ça s'est passé, comment il est mort, qui l'ont tué, tout. Et c'est comme ça qu'on verra qu'il a été victime d'une exécution sommaire par les mêmes extrémistes qu'il avait propulsés et qui l'assassinaient pour avoir trahi. Donc, pour comprendre en conclusion, c'est comme ça que je comprends les choses. Si le monde a perdu sa vie, ça cause la trahison. En fait, excusez-moi le terme trahison, pourquoi? Puisqu'il est un peu fort, hein, mais en fait, je crois que nous sommes un peu partis trop vite dans le benzin. Il fallait comprendre la genèse, là. Bon, je peux le dire maintenant. Je crois qu'on peut... Pour comprendre la mort de Lumumba, il faut interroger sa biographie. Pour quitter le domaine des rumeurs, des manipulations, des à peu près, il faut interroger la biographie de Lumumba. En interrogeant la biographie de Lumumba, nous constaterons que Lumumba, je l'ai dit, c'était un homme de droite, un homme de blanc, qui avait fait de lui un immatriculé, donc un évolué. C'est les blancs
En fait, pourquoi ils font de Lumumba ça? J'avais dit que les marxistes américains appuyaient les monarchistes anticommunistes belges contre les communistes belges, les pro-communistes belges. Pourquoi? Puisque ils avaient la vocation de cette dynamique, c'est de combattre l'expansion du communisme en Europe et en Afrique. Maintenant, comme Kasavubu avait tendance à être anti-blanc, on avait peur de lui. On s'était dit, bon d'accord, il faut chercher un nègre qui va faire le poids pour contrer Kasavubu. Ce nègre-là que les réseaux-là recrutent, c'est Patrice Lumumba. Et il ne s'appelait pas Patrice Lumumba. Il s'appelait Elias Okitason. Ok. Il était commis agent de poste à Stanleyville. Donc Elias Okitason. Ça c'est le nom de lui. Lumumba vient d'où là? Je vais y arriver. Alors, lui, en tant que commis de service postal, déjà recruté par les réseaux Gladio pour faire contrepoids à Kasavubu, on doit les préparer. Il commet cette erreur-là des chèques postales, condamné, mais les Blancs se sont arrangés pour le sortir de la prison. C'était établi, il avait falsifié un chèque postal. Mais, pour les besoins de la cause, comme c'était lui, ils l'ont repéré avec son charisme, lui, il va neutraliser Kasavubu. Et ils ont pris Lumumba, un certain Michel Relecom. C'était le patron de l'actuel Unibra, c'était une affaire belge, mais membre de ces réseaux de la CIA. C'est lui qui s'occupe de Lumumba. Il le fait sortir de la prison à Stanleyville. Maintenant, comme la réputation était déjà un peu gâchée à Stanleyville, il devait le déplacer à Kinshasa. Et maintenant, pour faire table rase sur le passé, il changeait de nom. Ok. Ouais. Et maintenant, arrivé à Kinshasa, c'est le même gens-là qui vont faire en sorte qu'ils deviennent à la tête du MNC. Pourquoi? Puisqu'on crée les MNC, je l'ai dit ici. C'est les Blancs qui créent les MNC, le Mouvement National Congolais. Je vais aller un peu plus en détail vraiment pour mieux comprendre. Le Mouvement National Congolais, pourquoi le Mouvement National Congolais? Parce que d'après l'histoire courante, ça c'est les anti-blancs, les MNC. Non. Le Mouvement National Congolais, c'était le mouvement des Blancs, des colonisateurs. Wow. Pour les créer, ils utilisent l'abbé Albert Maloula, curé de la paroisse Saint-Pierre, qui devenait futur cardinal. Ils disent, toi, cherche des jeunes lettrés catholiques qui ont fait l'école, si c'est moyenne ou comment, qu'on va former un cours d'autodidacte pour devenir faire contrepoids à Kasavubu. Et c'est comme ça que Maloula a créé, on appelle ça, Centre d'études de recherche, Centre de recherche et des études sociales, CRS. Et il donnait des cours d'histoire à Bombo. Non, Bombo était déjà universitaire. À Iléo, tout ce qui n'était pas des universités. Tout ce qui n'était pas des universités, il leur donnait des cours d'histoire. Maintenant, les Blancs ont dit, on va faire une pierre deux coups. Comme tu as déjà ces intellectuels-là, on va prendre ces noyaux des intellectuels-là, créer un mouvement qui va être national par opposition à l'Abaco tribal de Kasavubu. C'est comme ça qu'on crée le mouvement national congolais. Mais c'est là où je vais en venir. Lumumba n'est pas là. Lumumba est encore membre de la section congolaise du Parti libéral belge. Mais que Michel Relecom a fait descendre à Kinshasa. Mais comme c'est lui qu'on préparait pour contrer Kasavubu, on va l'amener Lumumba au MNC. Parce que c'est le blanc qui contrôle ça. Et il impose. Et ils imposent comment, il y a une tricherie, on en parlera lors de l'élection, Lumumba est dépassé à la tête du MNC pour contrer Kasavubu au parti du mouvement national congolais par opposition au mouvement tribal de l'Abaco. Vous voyez? Donc jusque-là, c'est les Blancs qui l'amènent. Et c'est les mêmes Blancs qui font à ce que le roi Baudouin reçoive Lumumba en 1955 à son voyage au Congo. Mon frère, un nègre, il ne mettait même pas dans le gouvernement, mais il s'est fait recevoir par le roi Baudouin, à titre personnel. Et en 5 ans, l'exposition universelle de Bruxelles, 58 je crois, et ce sont les mêmes Blancs qui amènent Lumumba à aller assister à cette exposition-là. Et voilà. Tout, on les préparait pour contrer Kasavubu. Mais quand il a fait le discours contre le roi Baudouin, c'était une insulte pour ces réseaux-là. Il a trahi. Et quand il a encore envoyé le télégramme pour demander des soviétiques, il a trahi ses amis monarchistes, anticommunistes d'extrême droite
qui l'avait propulsé juste à ce niveau-là. Et on connaît les sorts qu'on réserve aux gens qui trahissent les organisations clandestines. Voilà la mort de Lumumba. Ok. Qui n'a rien à voir avec l'État belge officiel, l'État américain, la sécurité belge ou la CIA. Ni avec Mobutu. Encore moins avec Mobutu. C'est les réseaux-là. Quand on va parler des fils de l'assassinat de Lumumba, on va aller dans les temps, on va comprendre que... Donc, si je comprends bien, donc on amène toute une population, une génération en bateau des certains héros nationaux. Si, sur le point des héros nationaux, je suis d'accord. Ah, d'accord. Je suis d'accord, mais je vais être précis. Ouais. Lumumba n'est pas héros national pour notre indépendance, contrairement à ceux qui s'affirment. Ouais. Non, le père de notre indépendance, c'est Joseph Kasavubu. Ok, donc, alors si je comprends bien... Lumumba est mort à cause de notre indépendance politique. Il peut être le martyr de notre indépendance. Parce que lui, quand il est devenu anticolonialiste, il tenait à la nationalisation de l'Union minière de Haut-Katanga, que Mobutu avait fait en 67, mais lui, il tenait. Et parmi les raisons de sa mort, il y a aussi ça. Pourquoi? Puisqu'il commençait à aller vers l'Est pour préserver. Enfin, il tenait à ce que. Après, bon, pour les comprendre, excusez-moi, je peux prendre un peu de temps. Pour comprendre, il faut partir du fait qu'en 1960, quand à la table ronde de Bruxelles, à la table ronde économique, une des résolutions était que toutes les entreprises coloniales achètent, repassaient des droits du droit belge, du droit congolais au droit belge. Même quand les gens disaient oh, Mobutu a trouvé les caisses de Kassabou, non, les caisses étaient vides. Pourquoi? Parce que toutes ces entreprises-là, leur argent était dans des banques en Belgique. Maintenant, la table ronde avait fait que ça devient des droits belges. C'est-à-dire que l'argent là devenait pour les Belges. Lui, Lumumba, militait pour que ça rentre. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il militait à la nationalisation de l'Union minière de Haut-Katanga. C'est parmi les raisons pour lesquelles il est mort. Pour moi, Lumumba est héros national, effectivement. Il est mort pour notre indépendance économique. Mais pas pour une indépendance politique, parce que l'indépendance politique était déjà là grâce à Kassabou. Donc, voilà ce que je dis, que donc on amène tout un État en bateau. Non. Parce que la vraie vérité, non. La vraie vérité, le père de l'indépendance du Congo, c'est Joseph Kassabou. Et le roi Baudouin. Et le roi Baudouin. Les deux. Ok. Je vais aller dans les détails. Si Lumumba, il est le père de l'indépendance parce qu'au moment où le roi Baudouin, jusqu'en décembre 1998, quand le roi Baudouin se battait avec Bong et avec Kassabou pour convaincre la classe politique belge pour une indépendance, Lumumba était encore du côté des libéraux qui étaient contre l'indépendance immédiate et pour la prolongation de 30 ans. Mais vous avez dit tout à l'heure. Il a changé qu'en janvier 1998. Mais à ce moment-là, 59, à ce moment-là, le Kassabou était déjà très impliqué. Le vrai père de notre indépendance politique, c'est Joseph Kassabou. C'est que nous devons retenir. Donc, je vous dis, je réitère. Ça, c'est la vérité historique. Parfois, c'est que j'apprends ici. Mais maintenant, Lumumba est martyr, il est mort à cause de notre indépendance économique. C'est que je dis, c'est que je réitère sur ce plateau. Et nous attendons que les gens prennent contact avec nous. Je suis là, tous les doyens même, mais je ne vais pas citer des noms ici. Je suis prêt à un débat contradictoire avec les doyens. Vous aurez nos contacts qui sont affichés. Vous avez nos contacts qui sont affichés là. Comme ça que nous avons un débat contradictoire avec M. Faustin, aussi notre chercheur, parce qu'il nous apprend ici maintenant que le vrai père ou le vrai héros national du Congo, c'est Joseph Kasavubu, parce que c'est le père de notre indépendance. Permettez. Non, attendez, j'y vais. Mais le Patrice Emery Lumumba, alias Elias Okita Sombo, il est le père de notre indépendance économique. Bon, je vais être précis. Hein. Alors maintenant pourquoi, attendez, vous arrivez parce que ça perd. Maintenant pourquoi est-ce que c'est à peine que le président Tshisekedi reconnaît notre président de la République Kasavubu comme héros national, mais pendant tout ce temps, et Mobutu, et Mouzé Kabila, et tous ceux qui sont venus là, ne l'ont jamais répondu. Bon, avant de répondre à la question, je voudrais apporter une petite précision qui, je pense, qui est de détail. C'est que je ne suis pas de ceux qui penseraient que Joseph Kasavubu doit être un héros national. Pourquoi? Vous savez, le concept de héros national est lié à un certain nombre de faits. Ouais. Notamment avoir perdu la vie à cause de la nation. Ah d'accord, là je comprends. Donc, si Lumumba est héros parce qu'il a perdu la vie à cause de la nation. L'indépendance économique. Mais par contre, à mon humble avis, le président Joseph Kasavubu est le père incontestable de notre indépendance. Mais il n'est pas mort pour notre indépendance, il devient héros à partir de quoi? Ah
D'accord, donc je comprends. On lui rend tous les honneurs, c'est le père de l'indépendance, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit devenir un héros. Ok, donc si je comprends bien votre intervention, le père de l'indépendance, ce n'est pas Lumumba et il ne sera jamais, c'est Kasavubu. C'est le seul. Le père de l'indépendance, c'est Kasavubu. Mais notre héros national, c'est Lumumba. Puisque lui, il est mort à cause de notre indépendance économique. Voilà, mais Kasavubu n'est pas mort à cause de la nation. Il est mort par maladie. Mais oui, mais après, il devient héros. Mais c'est bien noté, mais il n'y a jamais, à mon humble avis, je suis un roi de souche, jusqu'à devenir congolais, à mon humble avis, je n'ai jamais écouté ça. Mais j'ai lu, je fais des recherches d'études. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il y aura quelqu'un qui viendra contredire M. Faustin Bousengue, les numéros sont affichés là, on est sur WhatsApp, on est sur Telegram, appelez-nous, comme ça on va organiser une rencontre. Voilà, M. Faustin Bousengue, notre chercheur. Dans votre livre, vous avez écrit les vrais faux coups d'État de Mobutu contre Kasavubu. Alors pourquoi vrai, pourquoi faux coups d'État de Mobutu contre Kasavubu? Merci de la question. Je me dis ceci, hein. Je me dis, les livres là, les livres Mobutu devraient appeler une révision de notre histoire nationale. Okay. Il y a beaucoup de vérités que nous retenons de notre histoire qui sont des contre-vérités. Je parle, je précise, je parle de faux. Au fait, Mobutu n'a pas fait de coup d'État à Joseph Kasavubu. J'aime ça quand les gens, excusez-moi, quand ça étonne les gens. Ah oui, c'est parce que nous on a étudié, et on sait, et on voit. C'était une passation de pouvoir. Civilisé. C'était une passation de pouvoir. Civilisé. Comment? Je vais m'expliquer. Mobutu c'est un militaire. Ouais. En 61, janvier 61, on tue Lumumba ou au Katanga. Et ça s'est vécu juste aujourd'hui que Tshombe avait participé, ce qui est faux. J'ai des éléments, on y reviendra. Il n'y a rien qui démontre que Tshombe avait participé à la mort de Lumumba. On y reviendra. Mais le commun des mortels avait retenu ça. Et là, on doit le Katanga appeler l'excellence Kazé de tous ces gens-là. Des Babakiou. Moi, je suis là, je suis prêt. Parce que moi, je parle des faits, des faits historiques. Ouais. Alors, disons que je disais que Lumumba, la question c'était le vrai faux coup d'État. Alors, Mobutu, Tshombe est écarté du pouvoir. Et Tshombe, qui est réputé avoir assisté participé à la mort de Lumumba, il se trouve en Occident. En Espagne, je vous ai dit. En Espagne, c'était l'Europe, il était entre Bruxelles et Espagne. Voilà. Lui, c'est l'enfant chéri de la haute finance internationale. Ça, c'est connu de tout le monde. Maintenant, Kasavubu, c'est un ancien séminariste. Mon vieux mon Congo, Tshombe, Kasavubu apprend que les mêmes Tshombe qui venaient de participer à la mort de Lumumba est en train de mener des contacts en Occident avec le concours de la haute finance internationale et l'appui de la Belgique officielle pour revenir au pouvoir à Kinshasa. Et il a ces gens à Kinshasa, notamment Évariste Kimba, qui était son ministre des Affaires étrangères. J'anticipe déjà sur le pendaison de carte de Pentecôte. Alors, lui, en tant que sage, il s'est dit, moi je suis qu'un civil. Il dit, Joseph Désiré Mobutu, le colonel Mobutu, venez. Voilà. Moi, cette histoire, je crois que j'ai fait ce que j'ai pu faire. Mais je ne suis pas disposé à mener une guerre contre Tshombe qui est en train de militer pour revenir. Vous, en tant que militaire, si vous pouvez le faire, moi, je vous passe le pouvoir. Alors, c'est comme ça que c'est un arrangement. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. D'abord, le coup d'État de Mobutu contre Kasavubu, il n'y a jamais un coup d'effet tiré. C'est quand même curieux. C'est quand même un président qui perd. Il n'y a pas un coup d'État. Il n'y a personne qui a été mis aux arrêts. Pas de coup de feu, pas d'arrêt. Pas une seule personne arrêtée. C'est encore rien. Mais le président Kasavubu, qui on a fait coup d'État, il reste dans la villa présidentielle pendant plus de 2 semaines. Mes officiers. Mes officiers, il reste là, il est là. Le temps que le président qui lui a fait le coup d'État arrange sa villa de son village natal. Mais ce n'est pas surtout, mon frère, le plus étonnant.
Mobutu a hérité et du chauffeur, et du coiffeur, et des jardiniers. Et quand vous regardez le film Mobutu Roi du Zaïre, le capitaine Maïmbi qui conduit là, c'est le chauffeur que Kassavou avait laissé à Mobutu. Vous trouvez normal un coup d'État où vous héritez des cuisiniers qui peuvent vous empoisonner? C'était un arrangement pour Kassavou de laisser Mobutu. Un arrangement à l'amiable. À l'amiable de s'occuper de Tchombe. Comme c'était un militaire, je fais de toi un général. De colonel au général, je te donne tous les pouvoirs pour. Cette histoire-là, ce combat-là, moi je ne peux pas ouvrir ces fronts-là. Et c'est comme ça que quand Mobutu est arrivé au pouvoir, on a terminé sur les congés de Pentecôte, les Kimba voulaient continuer leur dossier avec Tchombe de renverser Kassabou. Ils voulaient encore continuer. Oubliez que Mobutu c'est un militaire, c'est un homme de sécurité. Il les a piégés effectivement. Mais en fait, les pièges n'excluaient pas la culpabilité. Il y avait un coup réel contre Mobutu avec Tchombe. Et ça ne va pas s'arrêter là-bas. Pourquoi? Puisque après avoir fait pendre les 4 conjurés de Pentecôte, il va encore continuer la guerre contre Tchombe. Et c'est comme ça qu'il va envoyer Mongol Diaka comme ambassadeur à la communauté européenne avec mission de traquer. Et c'est comme ça que Mongoliaka réussira, grâce au concours d'un mercenaire, à faire détourner l'avion de Tchombe en Algérie pour mettre fin à cette histoire de Tchombe. Mais quand il y a un détournement d'avion, donc c'est un terroriste Mongoliaka. Mais c'est un baroudeur lumumbiste. Quand on parlait là de Lumumba, lui, il est parti l'extrême. Il devait être le 4e des morts. Avec les Polo, les Maurice. Mais en dernière minute, il a sauté. C'est un baroudeur. Et c'est comme ça que Mobutu utilisait Mongoliaka dans les moments difficiles. Quand il fallait remplacer Tshisekedi, il mettait Mongoliaka. Ouais. Et pour aller se neutraliser Tchombe, c'est Mongoliaka qui est lumumbiste. Ouais. Le lumumbiste Mobutu envoie les lumumbistes mongoliaka aller s'occuper de Tchombe. Et c'est comme ça que les pro-lumumbistes Ouéré Boumedienne sera aussi dans les coups. Okay. C'est comme ça que facilement l'avion décollera d'Ibiza pour atterrir en Algérie, pour ne pas aller en Europe, là où Tchombe sera libre. Il faut dans un pays proche de l'Est. On revient sur les marxisme-léniniste de Mobutu. Ok, donc je comprends très bien. Donc le vrai faux coup d'État de Mobutu comme Kassavou, c'était un arrangement. C'était un arrangement et c'est ce qui a fait que nous avons les 4 morts pendant la Pentecôte, à part Kassavou. Puisqu'ils voulaient continuer ce qu'ils avaient fait avec Kassavou contre Mobutu, Mobutu en tant que militaire, et il a refusé les appels. Pourquoi? Parce qu'il voulait frapper. Pour théoriser. Pour faire cette histoire-là. Parce que c'était une histoire de vie ou de mort. Parce que Tchombe aussi cherchait sa tête. Donc s'ils avaient réussi ce coup-là, c'était lui qui serait pendu. Ok. Voilà pourquoi du coup il organisera avec Bernardin Mongoldiak, qui fut gouverneur. Oui, oui. Il était à ce moment ambassadeur donc il fut gouverneur de Kinshasa. Oui, oui. Mais à l'époque. Ambassadeur de la communauté européenne. Ambassadeur de la communauté européenne. Avec siège à Bruxelles. Pour détourner l'avion de la ville balnéaire d'Espagne, d'Ibiza en Espagne jusqu'en Algérie. Chez Boumedienne. Puisqu'il sait qu'en Algérie, les Blancs, les Occidentaux n'auraient pas, puisque l'Algérie était anti et était pour l'Est. Oui, mais nous invitons même l'excellence ministre Thomas Louaka. Oui, parce que lui aussi. Lui, il parle trop, je connais le Congo. Je pense que ce sont des histoires comme ça que nous lançons cet appel-là. Au ministre, l'excellence ministre Thomas Louaka, parce que j'ai beaucoup suivi. Hein. Moi aussi, le Congo, j'ai beaucoup suivi. Et ce sont des messieurs comme ça que Dieu permet, ce sont des bulletins comme notre chercheur qui dispensent des choses. Il faut des fois des recherches. Voilà pourquoi je ne connais pas par quelle porte entrer, mais Dieu pourra pour que le ministre aussi soit avec nous, parler ces choses. Parce que je crois qu'il y a autre chose à ajouter. Parce que pour moi, je ne sais pas pour vous, pour moi, ce sont des faits qui sont quasiment nouveau. Voilà. Voilà, maintenant on comprend pourquoi Moïse Tchombe a été enlevé. Maintenant on doit toucher un peu. C'est Moulele qui fut le parent, comme on dit en anglais, Godfather, politique de Mobutu. Mais comment est-ce que Moulele fut exécuté? Merci pour Parce que vous avez dans votre livre. Oui, merci pour la question. Pour saisir les tenants et les aboutissants de ces très tristes affaires de l'exécution de Moulele par les généraux de Mobutu, à l'insu de Mobutu,
Ils l'ont fait à l'insu de Mobutu. Je vais donner des éléments. Ils l'ont fait pour mettre Mobutu devant un fait accompli. Alors pour le comprendre, il faut partir du fait que il faut remonter à l'école centrale de Lulwabourg. Attendez, s'il vous plaît, une question sur chose. Comment est-ce que Moulele, qui fut le godfather politique de Mobutu, puisse être rebelle? En fait, comme Mobutu est président, c'est naturel. Puisqu'ils sont tous du côté du marxisme et léninisme. Et Mobutu et Moulele. Et Antoine Mandoum. Voilà les trois créateurs du impère. Je le dis là, puisque beaucoup de gens, ils prennent la paternité du impère. Ils ont créé l'impère. Non, le impère a été créé à Lulwabourg par 3 élèves sergents comptables. Joseph Désiré Mobutu. D'abord, Pierre Moulele, c'est Pierre Moulele, élève sergent comptable Joseph de Mobutu. Et puis, élève sergent comptable Antoine Mandoum. C'est Boulagnati qui est après. Antoine Mandoum, qui se retrouve en tant que des marxistes-léninistes en herbe, des fanatiques de Mao Tse-tung, de créer un mouvement qui ressemble à ce que Mao Tse-tung avait fait, qu'ils appellent le mouvement populaire de la révolution. C'est à 50 ans à Lulwabourg. Okay. C'est comme ça que quand Mobutu prend les pouvoirs en 65, ouais. Voilà, on veut pas de Moulele. Il prend les pouvoirs en 65, en 66, il est responsabilise Kabaïd. Kabaïd ou Kabaïd, les vieux Quinois là. Nous avons connu. Alors pour créer le sévère corps de volontaires de la République. C'était un semblant déjà, c'était toujours l'MPR, mais ce n'est pas encore l'MPR. Pourquoi? Puisque l'MPR c'est le mouvement populaire de la révolution. C'était encore chaud. Il fallait donner des conversations marxistes-léninistes. Alors, Kabaïd il fait le sévère, mais l'expérience n'a pas beaucoup porté. Maintenant, en 67, il crée le mouvement populaire de la révolution. Le vieux rêve. Pierre Moulele. En fait, avec Antoine Mandoum. C'est comme ça qu'il s'est dit, bon d'accord, en 68, il fait venir, il envoie des invitations à Pierre Moulele qui était à Brazzaville et à Antoine Mandoum qui était dans un pays de l'Est. Pour qu'ils reviennent à Kinshasa l'aider. Les rêves d'ensemble, ils avaient créé ça ensemble. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Mandoum était encore loin. La chance de Mandoum, c'est qu'il était très loin. Le temps des passeports, des vols, Mandoum, Moulele, comme il était prêt, il dit, moi je suis en déplacement. Pour gagner du temps, va prendre Pierre, amène-les, garde-les chez toi. Quand moi je vais venir, comme ça, alors, lui, il fait venir Pierre Moulele Mandoum pour créer l'IMPR. Il a déjà créé l'IMPR, mais pour l'aider à faire asseoir l'IMPR. Maintenant, quand le temps que Moulele Antoine Mandoum traîne, Moulele Bomboko prend Moulele la même, les généraux de Mobutu maintenant, les mêmes qui venaient de placer... Les compagnons de la révolution. Les compagnons de la révolution, qui même les mettre au pouvoir. Ils se disent, regardez, puisqu'en fait, ils pouvaient l'appeler Joseph, parce que c'était ses instructeurs à l'école centrale de Canaan. Ils l'ont recruté comme recrue. Ils l'ont vu nu, tout. Mais l'enfant là, vraiment, il y a une rumeur qui circulait dans les milieux de l'Église. Voilà, Mobutu a fait revenir Moulele pour les nommer ministre de la Défense. Voilà la cause de la mort de Moulele. Okay. Maintenant, ils se disent, quelle humiliation! Mais il y a une autre ineptie de notre histoire nationale. Moulele n'a jamais tué les gens qui s'en allent. Non, il faut arrêter parce que... Non, on connaît que ça. C'est pourquoi je dis que les doyens, je ne veux pas citer des noms ici, je serais heureux que ce livre, ma publication, soit l'amorce d'un débat. Non, ils vont d'un débat pour une irrévisible de notre histoire nationale. Cette histoire de Moulele n'a jamais participé au massacre. Je l'ai dit, je suis devant l'écran. Pierre Moulele n'a jamais participé au massacre de Kisangani. Mais qui ont fait ce massacre de Moulele? C'est comment il s'appelle? Antoine Gizenga, oui. Christophe Boignet, oui. Et Gaston Soumialo. Après Soumialo. C'est les 3 têtes d'affiche qui organisaient les tueries, les atrocités moyennant impossible. On tuait les gens à la lance tous les mercredis, je crois, à la place de la Poste. C'était terrible, les atrocités à Kisangani. Maintenant, à ce moment-là, Moulele est à Kwilu, est au Kwilu. Chez lui, il organise sa rébellion au Kwilu, à plus de 2000 km de Kisangani. Mais d'où est venu le problème? Les gens qui tuent les gens, les rebelles qui tuent à Kisangani, ils se disent, nous,
On a les fétiches de Moulele. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour que vous ne soyez pas vulnérable, il suffit seulement de dire Moulele Maï. C'est tout. On va vous faire des scarifications. Mais quand vous dites seulement Moulele Maï, vous ne serez pas atteint. Moulele n'est pas là. Il ne participe pas là-bas. Lui, il est dans les Kouilou. Maintenant, c'est parti de rébellion Moulele Maï, rébellion Moulé. Quand lui il arrive à Kinshasa, pour les généraux, c'était lui qui avait tué tous ces colons. On devait l'exécuter par vengeance. Pourquoi c'est parti de cette ineptie-là de notre histoire nationale qui nous fait croire que Moulele avait participé au massacre de Kisangani, alors qu'il n'a jamais participé à ça. Et maintenant ils se sont dit, comme lui il revient demain, il est chez Bomboko, on doit en finir cette guerre. Parce que s'il vient, il sera en vie. L'homme qui a coupé la tête, les bras, c'est comme ça qu'ils l'ont exécuté atrocement. C'était un innocent. Pierre Moulele est mort innocent. Et c'était Mobutu avait regretté. Mais comme il venait à peine d'être placé au pouvoir par ses généraux, c'est vieux. C'était le corps central. Il était seul, ils étaient 23. C'est 24 compagnies, quoi. 24. Il était seul. Il ne pouvait pas être l'unanimité, c'était pour la mort de Moulele. Mais nous retenons ceci. Ça, c'est des éléments que j'avance. Il y a d'abord le fait que dans les 5 ans qui ont suivi l'exécution de Moulele, doucement, petit à petit, Mobutu s'est débarrassé de tous ces généraux-là. Mais ce n'est pas tout. Juste après l'exécution de Moulele, il a pris le cousin de Moulele, qui s'appelle colonel Dikuta Bilassang. Il a fait de lui général et il l'a nommé au poste de secrétaire d'État à la Défense. C'était comme lui-même était le ministre, c'était celui qui faisait office de ministre à la Défense. Et ce n'est pas tout. Le secrétaire particulier de Moulele, Henri Désiré Takizala, est devenu un membre du MPR pendant des années. Parce qu'on était à Takizala au Mwamba. Des années. Vous comprenez? Lumumba qui fait exécuter Moulele. Mais qui fait du bien ses frères. Mais qui prend son cousin, il fait de lui le numéro 2 de la défense. Qui prend son secrétaire particulier, qui fait de lui ministre pendant des années. On était à Takizala au Mwamba. Et la maman Moulele était à Kin. Elle n'avait jamais été inquiétée. C'est que les gens ne savent pas. Mais en 71-72, Mandungu, il ne pouvait pas revenir si Mobutu avait tué Moulele. Et à moins d'être fou. Il travaillait aussi. Avec lui. Il est revenu conseiller à la présidence, organisateur du combat du Forum en 1974. Quand il y a eu la guerre du Chaba, il est parti là-bas. Quand il y a eu, pour sonner ses yeux, gouverner de Chaba après les 2 rébellions, quand il fallait faire la guerre civile pour faire l'anti-terror, puisque Kadhafi menaçait, il a placé Mandungu comme le patron de la guerre civile. Et même quand c'était chauffé à Kin avec les l'IDPS, ministre de l'Intérieur, gouverneur de Kinshasa. Donc, et puis, quand il fallait créer, quand il instaurait le multipartisme, Mobutu avait dit qu'on mettait 3 partis. L'UDPS, le MPR, l'IDPS et le FCN. Le FCN, là, c'était Mandungu et Kamanda. Dans le Mumbiste, c'est Mobutu qui créait ça. Okay. Donc, je ne sais pas. Alors, ça c'est des éléments. Ouais. Mandungu ne pouvait pas être aussi idiot, aussi imprudent, de revenir, même au niveau de la conscience. Et ça, j'ai causé avec malheureusement, il n'est pas en vie, c'est pas bien de citer le nom des gens qui sont. Dans mes recherches, j'avais causé avec le doyen Gérard Kamanda. Il m'a dit ceci, il dit que lui, en tant que. C'était lui, enfin, on n'appelle pas directeur de cabinet, mais c'était lui qui faisait avant l'enseignement. Et quand il a dit à Mobutu qu'on fasse de Lumumba héros national, en fait, quand Mobutu l'a répété, parce que Mobutu, ça c'est une des premières initiatives des Lumumbistes au début. Ça, les gens ne font pas attention. Quand il a pris le pouvoir, les Ndaka, les Albert Ndele, les Kalon, tout, il les a balayés, de 65 à 70. Mais il a pris les Kamitatu, les Mungoudiaka, Gérard Kam était le président de l'UGEC, Union des jeunes. Voilà, Kamanda qui était à l'université comme le président de l'UGEC, de l'Union des jeunes étudiants congolais, mais un lumumbiste. Mobutu pouvait le prendre comme il était jeune avocat, comme un somme de tête, comme il dit à vie. Mais toi, le monde sait que toi tu as tué les filles.
C'est comme ça que Mobutu commencera à expliquer à Kamanda, non Gérard, si le vieux m'avait écouté, il ne serait pas mort. On en parlera quand je parlerai de l'édité de Lumumba, de sa détention chez Bobozo à Tisville. Mais maintenant Kamanda lui dit, mais si tu veux que je travaille avec toi, nous devons réhabiliter les vieux. C'est Kamanda qui propose à Mobutu que Lumumba soit proclamé héros national, que toutes les avenues, les principales artères du pays portent le nom de Lumumba, et puis que son effigie figure dans un billet de banque. Maintenant, quand les gens du groupe de Mbinza qui avaient tué Lumumba et qui venaient de faire tuer Moulele, ils ont appris ça et dit, ah, toi, tu veux recommencer à voir, ils sont des marxistes-léninistes avec Moulele. Comme ça que quand Mandé est venu voir Mobutu, il dit, ah, vieux, les mêmes gens qui ont tué Lumumba cherchent maintenant ma tête. On te dit, ah, je vais te sauver. C'est comme ça qu'il a envoyé Kamanda, secrétaire général adjoint de l'OIA à Addis Abeba, pour les camper. Il les fera revenir à 73 avec Mandoum pour qu'il y ait le parti État. Voilà, donc pour cette édition, nous arrêtons ici. Vous ne savez pas de ce parce qu'on doit continuer. Vous avez vu que c'est vraiment houleux. Nous allons continuer toujours avec notre chercheur, M. Faustin Bosengue. Alors, le numéro est affiché. On est sur Telegram et WhatsApp. Si vous voulez qu'il y ait un débat contradictoire par rapport à tout ce que nous avons dit dans cette émission, appelez-nous, on va organiser cette rencontre. Sinon, nous avons rendez-vous à notre prochaine édition. À savoir que tout ce que nous raconte ici, c'est dans un livre. Dans un livre qu'il a écrit, c'est le vrai Mobutu, mythe et réalité des normes et de son système politique. Et je crois que c'est important de lire ça. Ça se trouve dans Amazon. Oui, je voudrais vraiment donner le précision par rapport au livre. Bon, en fait, j'ai déjà publié, j'ai déjà dit que c'était sur Amazon. Enfin, il y a eu un problème technique. Hein. Ils ont mis ça dans l'Amazon pour les enfants Kindle. Il fallait mettre les vrais Amazon réguliers. Alors, pour ça, il y a un problème de taxes. Comme les gens étaient en vacances, je suis en train de prendre du retard. Mais il y a quand même des brochures, des copies sur place ici à Kin. On peut trouver ça à Cédi. Hein. Okay. Je suis en partenariat avec Cédi, avec Gombe. Donc, on peut trouver ça là-bas. Vers le casier judiciaire. On tourne passer d'y aller. Mais Amazon, c'est après. Ça doit être vers fin août ou début septembre. Donc, c'est notre moment. Si vous avez besoin de cet ouvrage-là, le vrai Mobutu, mythe et réalité d'un homme et de son système politique, allez à Cédi, vous en trouverez. Et je vous assure que vos questions sont d'actualité. Nous les attendons. Et M. Faustin Bosengue, notre chercheur, est disposé pour répondre à ces questions. Et nous assistons que M. Faustin Bosengue est prêt pour un débat contradictoire. Et vraiment, nous disons, si nous voulons entrer en contact avec l'excellence ministre Thomas Louaka, parce qu'il connaît le Congo, avec ces gens d'histoire, nous devons voir ces deux géants-là dans un même plateau pour échanger. Du reste, que le grand bien vous fasse, et à notre prochaine édition de Politicard et compagnie. Bonjour chez vous.